Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo 4, votre émission qui traite d'informations locales. Voici le contenu de cette édition du 28 mars. Véronique Simon, chargée de projet en sécurité alimentaire pour le collectif alimentaire à Passepébiac, nous parle à l'occasion de la Journée nationale des cuisines collectives. Manon Lebrasseur, la coordonnatrice de l'Association Épilepsie Gaspésie-Sud, nous informe à propos des mythes entourant l'épilepsie. Marie-Josée Lemaire-Caplet, la responsable des communications et rédactrice en chef du magazine Gaspésie, nous dévoile le contenu du 200e numéro. Geneviève Gélinan, la coordonnatrice de la formation au comité sectoriel de main-d'œuvre des pêches maritimes, nous informe sur les risques du métier de pêcheur. Et nous vous présentons le deuxième vidéo réalisé dans le but de soutenir les capitaines de bateaux à familiariser tous de nouveaux passagers et à être pêcheurs. Bonne émission tout le monde! Tout d'abord, depuis 1998, le 26 mars est la Journée nationale des cuisines collectives. Une activité fut organisée par le collectif alimentaire pour l'occasion. Véronique Simon, qui est chargée de projet en sécurité alimentaire pour le collectif alimentaire à Passepébiac, nous informe à ce sujet. Aujourd'hui, on a célébré la Journée nationale des cuisines collectives. Cette journée-là, officiellement, elle est le 26 mars. Nous, on a décidé de la faire aujourd'hui pour pouvoir avoir davantage de personnes qui viennent. Puis, c'est une journée où est-ce qu'on souligne l'importance des cuisines collectives partout au Québec. Et puis, cette année, le thème a été choisi. On est la 24e année qu'on fête cette journée-là. Puis, le thème, c'est essentiel. OK. Puis pourquoi c'est si important, une telle journée? Parce que les cuisines collectives, c'est beaucoup plus que seulement de la cuisine. On pense souvent au côté économique des cuisines, mais cuisine collective, ça implique aussi tout un rapport humain. On va penser à sortir de la maison pour aller rencontrer des gens, faire des nouvelles rencontres, tisser des liens d'amitié. On pense aussi à se créer un réseau d'entraide, construire sa confiance en soi aussi par le partage de connaissances, se valoriser à travers ça, tous les échanges qu'il y a. Donc, c'est beaucoup plus large et vaste que seulement ramener des petits plats à la maison. Qu'est-ce qui en est sorti le plus de l'activité d'aujourd'hui? Aujourd'hui, ce qui est intéressant, autre que le repas, c'était qu'on avait une discussion sur le droit à l'alimentation, tel que c'est défini par le FAO, qui est le Food and Agriculture Organization, qui est une branche de l'ONU. Donc, on a discuté un peu de ces composantes-là, de qu'est-ce que ça pouvait représenter, comment ça pouvait avoir un enjeu aussi sur le droit à l'alimentation. Puis suite à ça, les participants ont aussi fait un petit exercice sur donc, comment, dans leurs mots, ils définissaient les composantes, puis de quelle manière les cuisines collectives étaient essentielles pour eux. Pouvez-vous nous expliquer, c'est quoi l'importance pour vous de l'accessibilité des cuisines collectives? D'abord, parce qu'il y a beaucoup de gens à faible revenu. Les cuisines collectives nous aident à équilibrer notre alimentation, notre nourriture. Ça nous aide à avoir plus accès à la nourriture. Parce qu'il y a beaucoup de faibles revenus, comme je dis, par ici. Et aussi parce que c'est une occasion de se rencontrer entre des groupes, des amis, créer de l'amitié tout en faisant la cuisine. C'est très important. Surtout dans le temps de la pandémie, là, on était confinés. Tandis que là, on peut avoir accès, distance à 6 pieds, bien entendu. Jaser tout en faisant la cuisine, ça crée des amitiés. Tout ça, puis on partage les recettes de l'autre. C'est très important. Puis surtout, on est tous en faible revenu, ceux qui sont là, à peu près, là. Ça fait que ça nous aide sur ce point-là, ces deux points-là. C'est important. Au collectif, au début, on avait complètement arrêté les cuisines, puis on continuait seulement les dépannages, mais rapidement, on s'est inspiré des cuisines collectives des îles de la Madeleine, qui, eux, avaient repris les cuisines. Donc, c'est sûr que là, ça a été avec certaines adaptations pour qu'on puisse répondre aux consignes sanitaires. Mais on a repris donc les cuisines avec un nombre réduit de participants, puis aussi avec des cuisines moins longues. Donc, au lieu de faire une journée complète, on fait seulement une demi-journée. Il y a d'autres cuisines collectives ailleurs au Québec qui, elles, n'ont pas pu recommencer. En fait, ça a été tout le monde a dû se réinventer un peu là-dedans. Il y en a qui se sont associés à d'autres organismes pour pouvoir répondre à des demandes d'aide alimentaire grandissantes. Il y en a qui ont décidé de faire des livraisons à domicile, des petits plats ou des aliments. Il y en a qui ont décidé de faire des cuisines
par visioconférence avec les gens. Et nous, comme on trouvait ça important d'être en contact avec les gens, on a voulu tout de suite reprendre les cuisines sur place au collectif. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi le droit à l'alimentation? Oui. Ce dont on a discuté aujourd'hui, comme je vous disais, c'était les définitions qui étaient reconnues par l'ONU, donc internationalement. Par contre, nous, avec le regroupement des cuisines collectives du Québec, ça fait depuis 2017 qu'on a commencé une campagne sur le droit à une saine alimentation. Cette campagne-là, maintenant, elle est terminée, mais il y a un comité qui a été mis sur pied pour pousser davantage les réflexions par rapport au droit à l'alimentation. Puis, c'est de ce comité-là qui est né il en est ressorti le retrait du mot « saine ». Pour que ce soit beaucoup plus large comme réflexion. Le Comité pour le droit à l'alimentation est composé de membres du regroupement des cuisines collectives du Québec, mais aussi de personnes ressources. Parmi ces personnes ressources-là, il y a Myriam Durocher, qui elle est docteur en communication et chercheur postdoctoral. Puis là, ses recherches et ses questionnements sont basés sur l'environnement alimentaire, ou plutôt le système, comment il induit des pensées par rapport à l'alimentation. Il y a une entrevue qui a été réalisée par le regroupement des cuisines collectives du Québec qui interviewe Mme Durocher sur justement ses points de vue par rapport à pourquoi on devrait enlever le mot « saine » de notre discours alimentaire. En plus d'être le mois de la nutrition, le mois de mars est le mois de la sensibilisation à l'épilepsie au Canada et le 26 mars est la journée lavande, journée reconnue mondialement ayant pour but d'encourager, d'informer et de soutenir toutes les personnes qui sont atteintes de près ou de loin par l'épilepsie. Manon Lebrasseur, la coordonnatrice de l'Association Épilepsie Gaspésie-Sud, nous parle aujourd'hui à propos des mythes entourant l'épilepsie. Là, il y a encore plusieurs mythes alentour de l'épilepsie. Bien, c'est sûr que les principaux mythes, c'est on parle tout le temps, est-ce qu'une personne qui fait une crise d'épilepsie peut envaler sa langue? Est-ce qu'une personne qui fait une crise peut mourir? En fait, il y en a beaucoup de mythes. Puis ces temps-ci, on est dans le mois de mars national de l'épilepsie. Puis sur nos réseaux sociaux, on en parle beaucoup. On essaie vraiment de démystifier tout ça. Non, une personne épileptique, quand il fait une crise, ne peut pas envaler sa langue. Une personne épileptique décédera pas d'une crise, mais il peut avoir des répercussions, comme quelqu'un qui fait une crise dans son lit et on dit qu'il est mort d'une crise d'épilepsie. Non. Dans le fond, la crise a fait en sorte peut-être que la personne avait la tête dans l'oreiller, puis c'est vraiment par suffocation à cause de l'oreiller qui est décédé et non pas à cause de la crise d'épilepsie. Tu comprends? Fait qu'il y a beaucoup de mythes encore comme ça. Qui, nous autres, depuis bientôt 32 ans, on essaye de défaire. C'est sûr, à Épilepsie Gaspésie-Sud, mais il y a beaucoup de travail à faire encore à ce niveau-là, vraiment. Là. C'est pas une maladie contagieuse? Hein? Bien, l'épilepsie, on est atteint d'épilepsie, donc l'épilepsie, c'est un état. On doit apprendre à vivre avec. C'est pas contagieux, ça s'attrape pas. On peut côtoyer une personne épileptique à tous les jours, 24 heures sur 24, on risque pas d'attraper l'épilepsie. Hein? Par contre, c'est sûr que ça fait peur. Hein? On a peur des crises, on a peur des conséquences de l'épilepsie. Fait que, mais non, l'épilepsie, ça s'attrape pas. Mais idéalement, que doit-on faire si on est témoin qu'une personne épileptique fait une crise devant nous? Bien, dans le fond, la première chose à faire, là, c'est d'éloigner les objets dangereux. OK? Fait qu'on s'assure que les chaises, les tables, tout ce qui peut être meuble alentour, parce que la personne a fait une convulsion, donc elle fait des mouvements brusques avec le corps, fait qu'on va s'assurer de sa sécurité. On va enlever tous les objets alentour qui peuvent être dangereux. On va mettre la personne sur le côté. OK? Parce que, on le dit, elle peut pas s'étouffer avec sa langue, elle peut pas envaler sa langue, mais il y a quand même des sécrétions qui au niveau de la bouche, de la salive, tout ça. On dit de l'écume. Puis en étant sur le côté, bien, ça permet de laisser sortir ça. Fait qu'on la met sur le côté, on met quelque chose derrière sa tête, en dessous de sa tête, pour pas qu'elle se cogne la tête au niveau du plancher. Et c'est de laisser aller la crise. On n'essaye pas de retenir les mouvements de la personne parce que une personne qui fait une crise de convulsion, c'est fort.
c'est très rigide, les muscles sont tous contractés. Donc, si on essaie de retenir les mouvements, on peut blesser la personne et on peut se faire blesser. Fait que dans le fond, c'est de protéger la personne, d'enlever les gens alentour, mettre une oreille en dessous de sa tête, la mettre sur le côté et de laisser aller la crise. Si la crise dure plus de 5 minutes, parce qu'il faut quand même essayer de voir le nombre de temps, si ça dure plus de 5 minutes, il faut appeler l'ambulance. Mais avant 5 minutes, la crise devrait cesser. Puis, ce qu'il faut prendre en considération, c'est quand une personne épileptique fait une crise convulsive, la personne est très fatiguée. Ça demande une énergie et la personne doit se reposer suite à une crise. Donc, peut avoir besoin de plusieurs heures de sommeil. Fait que c'est ce qu'il y a à faire en cas de crise convulsive. Et surtout ne pas mettre de cuillère ou quelque chose dans la bouche. On met rien dans la bouche. On met rien dans la bouche. On met rien à nulle part, excepté une oreille en dessous de la tête. Puis la personne va être sur le côté, pas sur le dos, pas la face dans l'oreiller. La personne est sur le côté. Puis on reste à côté à surveiller vraiment pour pas qu'il y ait de danger. Puis on regarde le temps pour s'assurer que la crise ne dure pas plus de 5 minutes. Marie-Josée Lemaire-Caplet, la responsable des communications et rédactrice en chef du magazine Gaspésie, nous avait glissé un petit mot sur le 200e numéro dans notre émission de la semaine dernière. Aujourd'hui, elle nous informe plus en profondeur et nous dévoile son contenu. Pour le 200e numéro, on souhaitait vraiment un thème qui est festif et rassembleur, là, à l'image du magazine, c'est-à-dire qui unit tous les Gaspésiens un peu partout sur le territoire. Donc, on a choisi de se pencher sur l'art populaire, qui est vraiment, je pense, une forme d'expression artistique qui attire les gens, qui sont faits par les gens d'ici. Puis, on ne peut pas ne pas aimer l'art populaire. Donc, on trouvait que c'était très coloré, joyeux. Pour le 200e, c'était vraiment un sujet qui était parfait. Là, il y a plusieurs collaborateurs qui ont fait partie de l'aventure. Oui, bien, comme pour chacun de nos numéros, on a fait un appel à la population qui a répondu avec beaucoup d'enthousiasme, je dois dire, pour ce numéro-ci. Donc, on a différents textes. C'est sûr qu'on revient un peu sur ce que c'est l'art populaire, plus particulièrement la sculpture en art populaire, parce que c'est vraiment la discipline là, qui prédomine quand on pense à cette forme d'art. On parle particulièrement aussi de ce qu'on retrouve en Gaspésie. Tu sais, ça a commencé avec l'arrivée des petits bateaux. Les gens n'étaient pas conscients, mais quand ils ont commencé à vendre des petits bateaux sur le bord de la 132, ça a vraiment marqué les débuts de la sculpture populaire dans les années 50. Fait qu'on retrace un peu ce parcours-là. On présente différents artistes aussi qui ont marqué la région. Tu sais, je pense entre autres à Régent Pipon là, pour ceux de L'Anse au Griffon, là, sa maison au Bébite a vraiment marqué l'imaginaire de la communauté, mais aussi des gens comme Madeleine Lisotte, qui était la première femme là, à tenir une boutique et à être une artiste qui s'affirmait en tant que telle là, en Gaspésie. On parle aussi d'artistes un peu plus contemporains ou en tout cas plus actuels, comme Honoré Hunt. En fait, on apprend plus sur sa démarche. C'est vraiment fascinant. Là, il travaille à partir du mouvement des branches d'arbres. Je ne veux pas trop en dire pour garder la surprise aux gens, là, mais c'est vraiment très intéressant là, de voir, de rencontrer en fait quasiment ces artistes-là. Là, on a l'impression, j'ai l'impression en fait d'avoir eu un entretien avec eux en lisant les différents articles. Donc, ça, c'est vraiment bien. Puis parallèlement à ça, bien, on aborde aussi les collections parce qu'il y a plusieurs collectionneurs qui ne sont pas des artistes, mais qui apprécient vraiment l'art populaire. Donc, un peu comment ils ont commencé leur collectionnement, mais aussi en présentant différentes pièces qui les ont marquées ou qui trouvent particulièrement intéressantes. Il faut dire que la Gaspésie est une des régions les plus prolifiques en art populaire. Là, la seule qui nous détrône, c'est Charlevoix. Donc, je pense qu'on peut être fiers, puis ça fait vraiment partie de notre culture. Donc, de se pencher là-dessus, c'est très ludique, mais à la fois instructif. Là, les gens qui étaient déjà abonnés, eux autres, ils ont reçu le 200e, mais les gens qui ne sont pas abonnés, là, ils peuvent l'avoir en kiosque. Oui, exactement. Il est disponible un peu partout en Gaspésie. Là, on a une trentaine de points de vente. Les gens peuvent aller sur notre site Internet à magazinegaspésie.ca pour voir où ils peuvent se le procurer. Sinon, aussi, ils peuvent aussi sur notre site Internet à la même adresse que je viens de donner, le commander directement en ligne, puis on leur envoie par la poste. Donc, le magazine est toujours disponible là, à l'unité, mais aussi par abonnement, comme vous venez de le dire. D'accord. Puis les gens peuvent s'abonner à l'année? Oui, tout à fait. En fait, à partir du moment où ils s'abonnent, ils choisissent les modalités, c'est-à-dire pour combien de temps. Puis, à partir du prochain numéro, ils le reçoivent directement à la maison. Puis, ils économisent un peu sur le forfait, en fait, du magazine, comme ils nous appuient. Puis, pour nous, chaque abonnement compte vraiment. Là, c'est une forme de soutien au magazine. Là. On dépend vraiment de ça pour notre continuité. Puis, pour le numéro spécial estival?
En fait, ils peuvent s'abonner jusqu'au mois de juin. Ça va sortir vers la fin juin. Ça va être sur les traverses d'eau. C'est un autre très beau numéro qui s'en vient, qu'on est en plein en train de préparer. Donc, les gens peuvent s'abonner d'ici le mois de juin. Ils peuvent aller voir les informations sur notre site web ou nous téléphoner au musée. Ça va nous faire vraiment plaisir de les informer puis de les guider. S'il y a des gens qui veulent collaborer pour ce numéro-là, y a-t-il encore de la place pour le faire? Il n'en reste pas beaucoup, je vais être honnête. Là, on a eu beaucoup de propositions. Là, ça, c'est quand même bien avancé, mais c'est sûr que si les gens ont une histoire extraordinaire, ils peuvent me contacter. Là, je verrai ce que je peux faire. Mais oui, ça a bien avancé, puis il reste un peu moins de place. On est toujours un peu à l'avance dans nos appels de texte. Le temps, justement, là, les gens ne se rendent pas toujours compte, mais de travailler les textes, de les corriger, de faire le graphisme, imprimer, bien, ça donne des petits délais. Fait que pour nous, juin, ça vient vite, mais il y a des numéros 3 fois par année, donc les gens ont juste à surveiller. Ils peuvent aller aussi sur notre site Internet. Il y a vraiment les informations au fur et à mesure. Là, dès qu'on lance les appels de texte, le prochain va être lancé au printemps, justement, pour le numéro d'automne. Donc, on est un peu comme un numéro en décalage là, pour ça. Mais pour l'instant, le numéro du 200e est disponible en kiosque. Exactement. Puis j'invite vraiment les gens à le consulter. On fait un petit retour aussi sur les débuts du magazine parce que c'est le 200e numéro. Je pense qu'on peut être très fiers tous ensemble là, d'avoir réussi à poursuivre et à continuer ce super magazine d'histoire régionale. Là. 200 numéros, là, c'est quelque chose, honnêtement. Là. Donc, je pense qu'on peut tous se donner une bonne tape dans le dos. Donc, on revient un peu sur ces événements-là, comment ça a été créé, comment ça fonctionne. Donc, il y a un petit clin d'œil sur le côté historique. 2 vidéos réalisées dans le but de soutenir les capitaines de bateaux à familiariser tout nouveau passager ou aide-pêcheur sont disponibles sur Internet en français et en anglais. Nous vous avons présenté un premier dans notre émission d'Hebdo4 du 14 mars. Nous vous présentons le deuxième aujourd'hui, mais tout d'abord, écoutons Geneviève Gélinas, la coordonnatrice de la formation au Comité sectoriel de main-d'œuvre des pêches maritimes, qui nous informe sur les risques de ce métier. Bonjour Geneviève. Bonjour André. Pouvez-vous nous expliquer en premier lieu, c'est qui décide la date de début de chaque pêche? Bien, c'est une décision qui est prise par le ministère des Pêches et des Océans après avoir consulté les pêcheurs. Puis évidemment, ce n'est pas une date là, qui est sortie d'un chapeau. Là, c'est quelque chose qui dépend de toutes sortes de critères et de considérations. Pour la région de la Gaspésie, pour cette année, ça va être quoi le début ça va être quoi les dates pour les 3 principales espèces qui sont pêchées? Pour ne pas se perdre, là, on peut parler de crabe des neiges zone 12, crevettes du Golfe et puis homards, qui sont les principales espèces pêchées en Gaspésie. Mais d'abord, là, les principes généraux sur lesquels se base le ministère des Pêches là, pour décider des dates, là, quand je vous disais que ce n'est pas tiré d'un chapeau, là, c'est qu'il y a d'abord des considérations de biologie puis de conservation. Évidemment, on ne va pas pêcher un crustacé comme le homard ou le crabe quand il vient de muer, parce que là, c'est moins intéressant. Il y a aussi des questions là, pratiques et de sécurité. Évidemment, il n'y a personne en Gaspésie qui va à la pêche dans le Golfe en janvier ou en février. Il y a de la glace, c'est pas pratique, c'est dangereux. Et puis, il y a aussi des considérations de justice d'un pêcheur à l'autre. Alors, dans certaines pêches, c'est important que tout le monde ait la permission de partir en même temps pour pas qu'il y ait certains pêcheurs qui aient un avantage sur les autres. Alors, une fois ça placé, là, d'abord, commençons par parler de la crevette nordique. Bien, c'est le plus simple parce qu'il y a une date d'ouverture fixe à chaque année qui est le 1er avril. Par contre, ces dernières années, les pêcheurs sont rarement partis pêcher le 1er avril parce qu'il y a aussi les conditions de marché qui jouent. Par exemple, combien reste d'inventaire dans les entrepôts des usines? Est-ce que les pêcheurs sont en mesure d'obtenir un bon prix pour leur débarquement? Bon, là, souvent, ça retarde le début de la saison de la pêche jusqu'en juin l'année dernière. Cette année, on verra. La date officielle est le 1er avril, mais c'est pas certain que ça commence le 1er avril. Ça, c'est pour la crevette. Pour ce qui concerne le crabe des neiges, c'est les conditions de glace. D'ailleurs, le homard, c'est la même chose. Là, quand je dis qu'il y a des considérations pratiques et de sécurité, c'est la quantité de glace qu'il y a sur les lieux de pêche, mais aussi, puis beaucoup plus déterminante d'habitude, la glace qui reste dans les havres de pêche ou à l'entrée des havres de pêche, parce que ça peut empêcher les crabiers de sortir. Alors, cette année, on a eu un hiver qui était très doux. Alors, il n'y a pas vraiment de problème en vue. Alors, les crabiers de la Gaspésie devraient être en mesure de sortir dans les premiers jours d'avril.
Je vous parlais du critère justif avec les autres pêcheurs. Souvent, des fois, ce qui empêche les crabiers gaspésiens de sortir, même si leurs havres sont dégagés, c'est qu'il y a des pêcheurs dans la péninsule acadienne qui, eux, sont encore pris avec de la glace dans leur havre et qui ne peuvent pas sortir. Et puis, ben là, attendez-nous. Alors, cette année, il semble que ce soit en bonne voie d'être déglacé aussi dans les ports qui étaient problématiques sur la péninsule acadienne. Alors, on devrait avoir du crabe des neiges de la zone 12 dans les premiers jours d'avril. Homard, ça aussi, d'habitude, c'est vers la fin d'avril. Et puis là aussi, il y a la question là, de la glace dans les havres de pêche qui vient changer des fois la date. Là. Cette année, ça va être le 21 avril. Il y a eu des consultations avec les pêcheurs et puis les conversations classiques là, ce qui entre en ligne de compte, c'est souvent qu'il y a des pêcheurs qui veulent partir de bonne heure parce que quand ils partent tôt, ils sont les premiers sur les marchés pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines parce que les Madelinos n'ont pas commencé à pêcher encore. Ça leur permet d'avoir un meilleur prix. Mais là, il y en a d'autres qui sont un peu plus prudents, qui disent oui, mais tu sais, si on part trop tôt, il ne fera pas beau, c'est dangereux, on va rater des jours de pêche de toute façon. Le homard, dans le plus l'eau est froide, le moins il est actif et donc moins il y a chance d'entrer dans les casiers. Fait que c'est souvent ce genre de débat-là qui a lieu. Et cette année, le ministère des Pêches a tranché pour un début de la pêche au homard en Gaspésie. Pour la majorité de la flotte, il y a des exceptions, mais je dirais 90% des bateaux de pêche au homard en Gaspésie vont partir le 21 avril. Le métier de pêcheur, on l'oublie souvent, mais c'est un des métiers extrêmement dangereux. Puis justement, on va diffuser le deuxième vidéo cette semaine qui porte beaucoup sur les risques. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi les risques du métier de pêcheur au juste? Bien, d'abord, André, vous avez raison de dire que c'est un métier qui est dangereux. C'est le secteur d'emploi au Canada qui a le plus haut taux de mortalité. Alors, juste pour vous donner un point de comparaison, on a l'impression des fois que le métier de policier est dangereux, mais un pêcheur commercial a 14 fois plus de chances de mourir dans l'exercice de ses fonctions qu'un policier. Et puis, bien, on comprend pourquoi. Là, sur un bateau, ça bouge. S'il y a un problème, un accident, un feu, si jamais aussi on tombe par-dessus bord, ben c'est de l'eau glacée qui nous attend dans la plupart des saisons. Il y a des équipements aussi qui sont en mouvement, qui peuvent être dangereux. Alors, pour toutes ces raisons-là, ça en fait un métier qui est, oui, particulièrement risqué. Pour vous donner des statistiques, là, entre 2005 et 2015, il y a eu 7 décès au Québec chez des pêcheurs commerciaux. C'est beaucoup pour un métier où il y a moins de 3000 personnes là, qui travaillent sur les bateaux de pêche. Il y a moins de 3000 personnes. Fait que 7 décès sur 10 ans, c'est vraiment énorme. Si on regarde l'ensemble du Canada, là, c'est de 10 à 11 décès par année qui sont déplorés sur les bateaux de pêche. Et puis, ben ça, c'est sans compter les pêcheurs qui se blessent parfois gravement. Tout ça, outre la détresse que ça peut causer, évidemment, là, ça a des coûts pour la société. Ça a été calculé, ces coûts-là, et les lésions professionnelles en pêche commerciale, incluant les décès, par année, c'est presque 6 millions de dollars que ça coûte à la société. Alors, c'est ça, c'est vraiment un métier là, qui est dangereux et il y a une culture de sécurité qui est à améliorer sur les bateaux, une culture de sécurité qui doit être à la hauteur des risques que courent les pêcheurs. Et c'est pour ça qu'au Comité sectoriel de main-d'œuvre des pêches maritimes, avec notre partenaire, là, le Comité permanent sur la sécurité des bateaux de pêche, on veut aider les pêcheurs à atteindre ces standards-là avec de la formation, de la sensibilisation. Et c'est pour ça qu'on a fait les vidéos là, dont on va en présenter un là, tout à l'heure, là, celui du crevettier, une vidéo sur la familiarisation, c'est-à-dire quoi dire à une personne qui embarque sur ton bateau de pêche pour la première fois. Quand tu es capitaine, tu dois le familiariser avec ton navire, ses risques, les équipements de sécurité. Et puis, c'est ça, avec la vidéo, on espère que ça va donner un exemple aux capitaines et puis que ça va encourager les capitaines à donner la familiarisation, puis aux gens qui embarquent sur le bateau de pêche aussi à la demander. D'accord. Bien, merci beaucoup pour ces informations aujourd'hui. Bien, ça m'a fait plaisir. Et puis, on remercie aussi les capitaines qui ont participé à l'expérience. Aujourd'hui, c'est Dave Cotton là, qu'on va entendre nous présenter une familiarisation sur son crevettier, l'Intrépide. Les vidéos ont été réalisées par une entreprise d'ici basée à New Richmond qui se nomme WG Productions et qui offre ses services en Gaspésie depuis 2013. Et voici ce deuxième vidéo. Lorsqu'une personne embarque à bord de votre bateau pour la première fois,
à titre de capitaine, vous avez l'obligation légale et morale de le familiariser avec votre navire. Ça veut dire l'informer des dangers possibles et surtout de lui donner vos consignes en cas d'urgence. Bonjour, moi c'est Dave Coton, capitaine de l'Intrépide numéro 3. Bienvenue à bord. On va faire ensemble une petite tournée des règles de sécurité de base, mais aussi je vais te présenter le matériel de sécurité. Donc ici, comme tu peux voir, bien sûr, on est sur le pont de travail où tu vas être appelé justement à effectuer tes tâches qui sont relatives aux engins de pêche. C'est plein d'engins mobiles tels les treuils de câble d'acier, l'enrôleur de chalut. C'est très dangereux, c'est propice à ce qu'il arrive des accidents. Ce que je souhaite de toi, c'est que tu fasses tout en temps possible pour éviter les accidents, c'est-à-dire dès que ta tâche est terminée, en dessous des poulies ou sur les côtés du navire où il y a un risque de chute par-dessus bord, tu te ramènes dans le centre où tu es plus à l'abri ou tu retournes près des accommodations, c'est-à-dire dans ce que nous on appelle le magasin, aux endroits où tu mets les vêtements de pêche. Le capitaine montrera aussi les différents équipements. Donc le VFI, en tout temps, le travail pont, j'exige que tu le portes. Tu le mets sur toi, tu l'ajustes bien à ta taille, bien attaché. S'il arrive quelque chose que tu tombes à l'eau, il va se gonfler tout seul. Mais s'il arrive quelque chose qui ne se gonfle pas tout seul, la petite poignée est là, tu tires là-dessus pour assurer ta flottabilité. En cas d'avarie quelconque, il va falloir se rassembler à un endroit sécuritaire. C'est ici que je souhaite. Donc notre point de rassemblement dans le centre du pont. Puis c'est fort probable qu'on t'aille demandé, dépendamment du type d'urgence, va chercher ton habit de survie avant de te présenter ici. Ici, tu retrouves les habits de survie qui sont simplement accrochés comme ça. Tu tires celui qui correspond à ta taille qu'on t'a désigné. Tu le décroches comme ça. Donc ici, ce que je veux que tu remarques, c'est qu'à chacun des pieds de lit, le gilet de sauvetage est accessible. Donc tu dois toujours le garder placé, facile à prendre pour que tu t'en ailles avec. Il est là, disponible. Pendant cette tournée du navire, le capitaine s'assurera que le nouveau connaît bien l'issue de secours, qu'il connaît bien les équipements de sécurité et qu'il sait où les trouver à bord. Mais ce que je voulais surtout t'attirer l'attention, c'est notre sortie de secours qui donne vers le pont principal avec son échelle rouge. C'est par là que ça se passe. Pour terminer, il fera un exercice, idéalement avec tout l'équipage, qui se doit de pratiquer de temps en temps. Dans nos exercices de simulation, on va être appelé à venir visiter la capsule de survie, se familiariser avec et y accéder. Fait que, elle est ici, puis c'est comme ça qu'on y accède. À proximité de la capsule de survie, bien sûr, se retrouve la radio-balise, facile d'accès. Désigné par le rôle d'appel, un des membres aura la tâche de venir s'assurer d'avoir avec nous la radio-balise. Donc, facile, on la décroche et on la garde solidement avec nous. Voici un habit de survie, l'habit d'immersion qui va avec ta taille, ton gabarit. On va l'essayer parce que tu dois devenir à l'aise à enfiler ça. Ici, avec les treuils, tous les engins mobiles, tu vas demeurer prudent. Tu évites de te placer de façon à ce que tu sois projeté par une vague puis que ta main passe vers le treuil ou que tes vêtements restent accrochés dans les engrenages. Donc, dès que tu peux, tu t'éloignes du treuil et tu reviens vers le centre du navire. Bien entendu, si la nouvelle personne à bord est un aide-pêcheur, la familiarisation sera un peu plus longue. Vous devrez non seulement lui montrer les lieux et les équipements, mais aussi le familiariser avec toutes les tâches d'urgence auxquelles il pourrait participer. Vous devrez également lui montrer comment accomplir ces tâches de travail de façon sécuritaire. Surtout, n'oubliez pas de consigner la familiarisation et l'exercice dans vos registres et de faire signer tous ceux qui y ont participé. Donc, à la fin d'un exercice de simulation, ce qu'on va faire, on amène ça au registre pour prouver justement qu'on a fait des exercices dans le but de se familiariser. Ça fait que toi aussi, tu es témoin et tu dois signer. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète votre édition d'Hebdo 4 du 28 mars. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine.